ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un dirigeant, ni même d'un pays. Ce que vous regardez, en réalité, est plus discret et plus dangereux. Quelque chose a changé dans la manière dont le pouvoir fonctionne. Pas dans les discours, pas dans les lois, mais dans la mécanique réelle qui décide qui est protégé et qui ne l'est plus. Pendant longtemps, nous avons cru que l'ordre mondial reposait sur des règles, sur des institutions, sur des lignes rouges visibles. Ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, la stabilité ne dépend plus de ce qui est écrit. Elle dépend de ce qui peut être fait rapidement, précisément, sans avertissement. Si vous pensez que cela concerne des conflits lointains, vous faites une erreur. Si vous pensez que cela n'affecte que des régimes autoritaires, vous sous-estimez le système. Restez avec moi. Parce que ce que vous êtes en train de voir n'est pas une exception, c'est un modèle. Et une fois qu'il s'installe, il ne s'arrête jamais là. Ce mécanisme commence toujours quelque part, mais il finit toujours par atteindre quelqu'un. Ce qui contrôle réellement le système aujourd'hui n'est pas un président, ce n'est pas un parlement, ce n'est même pas une armée au sens traditionnel. Le pouvoir a glissé ailleurs. Il réside dans la capacité à identifier une faiblesse, à la cibler et à agir avant que les règles n'aient le temps de répondre. Nous parlons d'un système où la crédibilité ne vient plus du consensus. Elle vient de la démonstration. Une démonstration rare, mais suffisamment précise pour être crue. Dans ce modèle, les institutions ne disparaissent pas. Elles restent en place. Elles parlent, elles négocient, mais elles ne décident plus du moment critique. La décision réelle se prend en dehors d'elles, dans l'ombre de ce qui peut être activé ou désactivé. Et c'est là que la perception devient plus importante que la loi. Parce que lorsque des acteurs croient qu'une capacité sera utilisée, ils se disciplinent eux-mêmes, pas par accord, par anticipation. Ce système ne cherche pas l'obéissance publique. Il cherche l'ajustement silencieux. Et une fois que cette logique s'installe, elle redéfinit ce que signifie encore souveraineté. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut regarder ce qui a changé lentement, sans que presque personne ne proteste. Il y a eu un moment où ce type de pouvoir aurait provoqué un choc, un débat, une résistance visible. Ce moment est passé, le changement ne s'est pas produit en une nuit. Il n'a pas été annoncé, il n'a pas été voté, il a été normalisé. Avant, l'usage de la force devait être justifié publiquement. Aujourd'hui, il suffit qu'il soit crédible. Avant, la dissuasion était collective. Maintenant, elle est ciblée, personnalisée, silencieuse. Ce glissement a été accepté parce qu'il semblait efficace, parce qu'il réduisait le chaos, au moins à court terme, parce qu'il promettait moins de guerres ouvertes en échange de décisions invisibles. Mais les systèmes les plus dangereux ne sont pas ceux qui choquent. Ce sont ceux qui s'installent lentement. Jusqu'au jour où plus personne ne se souvient de ce qui existait avant, quand la force devient modulaire, quand la pression devient conditionnelle, quand la punition devient précise, le seuil de l'inacceptable ne disparaît pas. Il recule encore et encore. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un premier choc survient. Non pas comme une surprise, mais comme une démonstration. Puis vient le moment où le système cesse d'être abstrait, où il touche le sol, littéralement. Un ordre est suspendu, pas parce qu'un traité a été signé, mais parce qu'un comportement a changé. Des prisonniers politiques sont libérés et, presque simultanément, une frappe annoncée disparaît, pas annulée. Suspendu. Les forces restent en place. Les navires ne bougent pas, les options ne sont pas rangées. Le message est clair. Même s'il n'est jamais formulé ainsi, la coopération n'est pas récompensée. Elle est tolérée. Ce n'est pas un accord. C'est une condition temporaire. Et ce qui rend ce moment si révélateur, ce n'est pas la décision elle-même, mais ce qu'elle prouve. La pression n'a pas besoin d'être exercée pour fonctionner. Il suffit qu'elle soit prête. Si vous vous demandez pourquoi ce type d'action passe presque inaperçu,
Pourquoi il ne provoque ni panique, ni débat massif? C'est précisément pour cela. Parce que le système ne cherche pas le spectacle, il cherche la conformité. Regardez bien, ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est la démonstration que tout peut être réactivé. Et derrière ce moment précis, il existe un mécanisme beaucoup plus profond qui explique pourquoi certains gagnent toujours du temps et d'autres jamais. Ce qui se passe ici n'est pas improvisé, ce n'est pas émotionnel et ce n'est surtout pas réactif. C'est un système où la pression n'est plus collective, mais distribuée, ciblée, ajustable. Dans ce modèle, certains acteurs bénéficient du temps, d'autres en paient le prix. Ceux qui contrôlent l'information, la mobilité, la capacité d'intervention rapide, peuvent attendre, observer, calibrer. Les autres vivent sous échéance permanente. Chaque concession devient une pause, jamais une sortie. Chaque coopération repousse une sanction sans l'effacer. Le coût ne disparaît pas, il est simplement différé. Et c'est là que la symétrie devient décisive. Car lorsque vous savez que votre position, vos déplacements, vos marges de manœuvre sont visibles, vous n'agissez plus librement. Vous vous ajustez. Pendant ce temps, le centre du système reste immobile, protégé, distant. Ce mécanisme ne produit pas de victoire spectaculaire. Il produit quelque chose de plus durable, une dépendance silencieuse. Et une fois que ce déséquilibre est installé, il n'a plus besoin d'être expliqué. Mais parfois, même ce type de contrôle déclenche une seconde secousse, plus rapide, plus brutale, et beaucoup plus difficile à ignorer. Puis le système accélère, les décisions se raccourcissent, les délais disparaissent, les avertissements deviennent inutiles. Une opération se déroule rapide, ciblée, avec des moyens qui ne laissent aucune place à l'improvisation. Des défenses supposées sûres ne le sont plus. Des distances considérées comme protectrices cessent de compter. Ce qui devait dissuader échoue. Le signal n'est pas envoyé par des mots. Il est envoyé par la précision, une présence aérienne prolongée, une pénétration profonde, une exécution sans débordement. Et soudain, quelque chose bascule. Les hypothèses anciennes ne fonctionnent plus. Les refuges ne rassurent plus. Les structures physiques ne garantissent plus la sécurité. À ce stade, le système n'a plus besoin d'agir partout. Une seule démonstration suffit. Parce que ce qui circule maintenant, ce n'est pas l'information. C'est la peur d'être le prochain. Et quand cette peur commence à guider les calculs, le contrôle devient presque automatique. Mais ce type de puissance ne reste jamais abstrait. Elle finit toujours par toucher quelqu'un de très concret, quelqu'un comme vous. À ce stade, vous pourriez penser que tout cela reste théorique, stratégique, lointain. Ce n'est pas le cas. Parce que ce système ne s'arrête pas aux frontières. Il redéfinit ce que signifie vivre sous pression constante. Quand le pouvoir devient conditionnel, la stabilité aussi. Cela affecte ce que vous consommez, ce que vous payez, ce que vous croyez être garanti. L'énergie devient un levier, l'information devient une arme, la sécurité devient une variable et vous n'êtes plus un simple spectateur. Vous êtes intégré au calcul. Chaque choc lointain ajuste les marchés. Chaque démonstration invisible modifie les comportements. Sans vote, sans débat. Si vous voulez comprendre pourquoi certaines crises semblent surgir sans cause claire, pourquoi des décisions vous atteignent sans jamais vous concerner officiellement, c'est ici que tout se joue. Restez attentifs, parce que ce qui est testé ailleurs est toujours destiné à fonctionner partout. Et lorsque ce mécanisme dépasse le cadre local, il commence à produire des ondes que plus aucun pays ne peut contenir seul. À partir de ce moment-là, le phénomène cesse d'être local. Il devient systémique. Ce qui a été expérimenté dans un contexte précis commence à voyager. D'autres capitales observent, d'autres États recalculent. Pas en fonction de traités, mais en fonction de risques personnels. Les alliances se tendent,
Les garanties deviennent ambiguës, la neutralité devient instable. Même les puissances qui semblaient intouchables intègrent une nouvelle variable. L'imprévisibilité crédible, ce n'est plus une question de domination globale. C'est une question de points de pression. Maritimes, énergétiques, informationals. Et lorsque ces points se multiplient, le système international cesse de fonctionner. Comme un ensemble cohérent, il devient une série de calculs défensifs. Personne ne provoque ouvertement, mais tout le monde se prépare. C'est ainsi que l'incertitude devient la norme, pas le chaos, l'attente. Et dans ce type d'environnement, la moindre erreur d'interprétation peut produire une réaction en chaîne. C'est précisément pour cette raison que l'avenir ne se dessine plus comme une trajectoire unique, mais comme une accélération vers plusieurs issues possibles. À partir d'ici, le système ne ralentit plus, il se divise. 3 trajectoires deviennent possibles. Aucune n'est théorique. Toutes sont déjà en mouvement. La première est l'ajustement. Les acteurs acceptent les nouvelles règles implicites. Ils coopèrent sans l'admettre, ils modèrent leurs ambitions. Le système reste stable, mais plus étroit, plus conditionnel. La seconde est l'érosion. Les pressions s'accumulent, les compromis deviennent insuffisants. Les institutions continuent d'exister, mais perdent leur autorité réelle. La confiance se fragmente. L'ordre tient jusqu'à ce qu'il ne tienne plus. La troisième est la rupture, une mauvaise lecture, un calcul erroné, une démonstration de trop. Dans ce scénario, la précision qui garantissait la stabilité devient le déclencheur. Et ce qui devait rester limité cesse de l'être. Aucune de ces trajectoires n'est annoncée à l'avance. Elle se révèle toujours après coup. Et le plus inquiétant, ce n'est pas qu'une d'entre elles se produise. C'est que le système actuel peut glisser de l'une à l'autre sans prévenir. Ce qui nous amène à la seule question qui reste ouverte et qui ne peut plus être évitée. Si vous attendiez une conclusion rassurante, elle n'existe pas. Parce que ce système n'a pas été conçu pour se stabiliser, il a été conçu pour fonctionner encore et encore. Il ne promet pas la paix, il promet la gestion du risque. Il ne garantit pas la sécurité, il la conditionne. Et le danger n'est pas qu'il échoue, le danger c'est qu'il réussisse trop bien. Car plus ce modèle s'impose, plus il devient difficile d'en sortir sans choc. Plus il réduit les marges d'erreur, plus il transforme chaque décision en test de crédibilité. Ce que nous observons aujourd'hui n'est donc pas une phase, c'est une bascule. Et une fois qu'un ordre mondial commence à fonctionner, non pas sur ce qui est accepté, mais sur ce qui est craint, il n'y a plus de retour simple. La seule question qui reste n'est pas qui va gagner. La question est jusqu'où ce système peut-il aller avant que quelqu'un décide de ne plus s'ajuster. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, si vous voulez voir où ce modèle a déjà commencé à se fissurer, ne quittez pas maintenant. Parce que ce que nous n'avons pas encore nommé est souvent ce qui arrive en premier.